Aujourd'hui, le squat, je reçois Valentin Copin, préparateur physique, kiné du sport et surtout un mec qui a décidé d'aller creuser un sujet qui concerne tout le monde et où beaucoup s'arrêtent trop tôt, le tendon. Il ne s'est pas satisfait de la version classique repos, glace anti-inflammatoire et va donc nous expliquer pourquoi tu stagnes, voire même pourquoi tu récidives. Il va démonter les mythes qui ont la peau dure et nous expliquer les notions de charge et de capacité pour que tu saches enfin ce que ton tendon est réellement capable d'encaisser ou pas, ainsi que de la pratique pour que tu puisses savoir comment y remédier. Cet épisode peut clairement changer ta façon de t'entraîner et donc tout simplement de gérer tes blessures. Petit rappel, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont abonnés au squat de la performance et ceux qui ne le sont pas. C'est à peu près tout ce que tu dois savoir sur tes collègues et amis. N'oublie pas, quiconque lèvera la main est un allié. Pour les autres, rallie-les au squat de la performance. Valentin, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dis-nous rapidement qui tu es, ce que tu fais et surtout pourquoi tu es obsédé par les tendons. Déjà, bon, la majorité de la présentation a été très bien faite, de ta part. Si je parle rapidement de mon parcours, moi, je suis issu d'abord d'un parcours STAPS où j'ai fait d'abord un master 2 en préparation physique et réathlétisation. Après, je me suis un peu perdu dans l'armée et après je suis revenu, faire mes études de médecine puis de kiné, au cours desquelles j'ai fait en parallèle aussi un master, 2 dans la recherche et l'enseignement. Et à la fin, en fait, de ces, en gros, 11 ans d'études, j'ai décidé d'exercer la kiné et c'est un peu ce qui a fait ma particularité, ma spécificité au départ, c'est que j'ai tout de suite décidé d'être déconventionné. C'est-à-dire que j'ai jamais Mhm. été conventionné au système de sécurité sociale en France. Pour ceux qui, écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le déconventionnement, ça signifie que les soins que je prodigue ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc elles sont à la charge soit directement du patient, soit, ben, dans certains cas, des assurances privées. Donc c'est un peu ce qui m'a fait, démarquer au départ et ensuite, pourquoi le tendon? Le tendon, c'est assez simple. J'ai pas un storytelling de malade dans le sens où, j'ai raté une carrière parce que j'ai eu un tendon d'Achille que je n'ai pas su soigner et que j'ai rencontré des kinés incompétents et cetera et que je me suis plongé dans la recherche. C'est juste que moi, personnellement, j'ai jamais été blessé. Donc, je fais du sport depuis, relativement longtemps, mais j'ai jamais été blessé. Donc je me suis toujours questionné sur pourquoi les autres se blessaient et quelles étaient les blessures auxquelles ils, se confrontaient et la majorité des pathologies dans le sport que l'on peut retrouver, elles concernent ce qu'on appelle le tissu conjonctif, donc c'est-à-dire le tissu blanc à l'intérieur du corps humain, qui regroupe les tendons, les ligaments, les ménisques, le tissu osseux et cetera. Et donc, je me suis dit: «OK, ils sont souvent, touchés à ce niveau-là. Pourquoi ils s'en remettent pas? Pourquoi ils font des récidives?» Et en fait, quand j'ai commencé à questionner autour de moi les kinés, quand j'ai commencé un peu à lire ce qui était publié donc dans la grande littérature, c'est-à-dire les bouquins et cetera, bah, en fait, tu trouves pas grand-chose. Il y a très peu de formations francophones qui y sont dédiées. Il y a très peu d'informations francophones qui sont Mhm. délivrées sur le sujet. Donc en fait, tu te retrouves, assez vite démuni. Donc tu vas retrouver deux trois posts Instagram, deux trois vidéos YouTube, mais c'est quand même très léger pour, pouvoir faire, de la rééducation, pour faire de la kiné de qualité. Donc du coup, je me suis dit: «Mince, comment je vais pouvoir les aider au mieux si je sais pas ce qu'il faut que je fasse?» Donc je me suis dit: «Bah, comme, je ne trouve pas l'information, bah, je vais aller la chercher» et donc du coup, je me suis plongé dedans, donc dans les formations, forcément anglophones puisque là, il y a un peu plus de contenu et après dans la lecture des études scientifiques et au fur et à mesure, bah, tu ouvres un monde qui est assez fascinant puisque Mhm. tout l'entraînement est concentré sur le muscle, sur la force, sur les choses-là et d'un coup, tu te rends compte que, ben, il y a quelque chose à côté, le tissu conjonctif qui s'entraîne, qui se développe et qui est mis de côté depuis des années et qui pourrait pourtant faire, la différence, quoi. Bah, justement, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Tu me parles du muscle, mais on va parler de tendons. Est-ce que finalement on doit entraîner les tendons et les muscles de la même façon? Alors, on peut pas les entraîner de la même façon puisque étant donné que ce sont des tissus différents, donc on a un tissu rouge qui est le muscle, on a un tissu blanc qui est le tendon et ils vont avoir des fonctions dans l'organisme qui sont différentes. Le muscle va être là pour générer de la tension, donc suite à un ordre du cerveau, le cerveau va donner un ordre, cet ordre va atteindre le muscle qui va se contracter, générer de la tension et le tendon, lui, il a pour rôle d'emmagasiner cette tension qui est générée par le muscle, de l'absorber et de la transmettre jusqu'à l'os pour
produire le mouvement, pour faire mouvoir les os et produire un mouvement dans notre environnement, externe. Donc il y en a un qui produit, il y en a un qui absorbe et transmet. Donc comme ils n'ont pas, la même composition, qu'ils n'ont pas la même fonction, bah, du coup, ils répondent pas aux mêmes, stimuli d'entraînement, donc on peut pas les entraîner de la même façon. Justement pour donner, directement, un peu de contexte et de valeur, si je puis dire, à ceux qui nous écoutent. Beaucoup vont cliquer sur, l'épisode, quand on va montrer qu'on parle de tendons. Potentiellement, c'est déjà des personnes qui ont mal à un tendon. Qu'est-ce qu'ils devraient faire dans, les 24 prochaines heures? Alors la première chose à faire quand on a mal au tendon, c'est déjà de ne pas rien faire. En gros, Mmh. l'inactivité est probablement la pire chose qui puisse arriver à un tissu conjonctif et donc au tendon, puisque l'inactivité va venir entraîner une dégradation de ce tissu-là. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, il se dégrade, il perd en qualité et en capacité, donc forcément ensuite on rentre dans une boucle vicieuse dont il est plus difficile d'en sortir. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se dire: «OK, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire». OK? Et que le Mmh. repos, les anti-inflammatoires, la glace et cetera, tous ces traitements passifs ne seront pas une solution viable. Une fois qu'on a compris qu'il fallait faire quelque chose, on va se dire: «OK, mais qu'est-ce que je fais du coup?» Et là, il faut comprendre 2 choses, c'est que le tendon répond à 2 contraintes. Il répond à l'allongement, donc lorsqu'on va venir l'étirer, et il répond à la vitesse. Donc, comme ce sont des contraintes, selon les capacités que va avoir mon tendon, si j'applique ces contraintes-là à un certain niveau, ça va dépasser ses capacités et donc potentiellement créer de la douleur et bah, on se retrouve aussi dans un cercle vicieux. Donc il va falloir appliquer, l'une ou les 2 de ces contraintes à un certain niveau relativement faible au départ, pour permettre au tendon de s'y adapter et progressivement augmenter ses capacités pour qu'il soit capable de tolérer plus qu'avant. Donc forcément, la première des contraintes, qui va être tolérable, c'est l'étirement. Souvent ça, c'est conseillé. Donc de venir placer le muscle qui est rattaché au tendon pathologique en position d'étirement, mais sans douleur. On doit percevoir l'étirement, mais celui-là ne doit pas créer de douleur et quand je dis ne pas créer de douleur, ça veut dire que on peut percevoir une gêne, un inconfort, mais pas une douleur. En gros, on a le droit de dire: «C'est inconfortable, ça me dérange, je sens une gêne», mais pas: «J'ai mal». À partir du moment où j'ai mal, même si c'est: «J'ai un peu mal», bah, c'est déjà Mmh. un peu trop. D'accord? Donc, en gros, c'est un peu comme ça que je guide les patients. Donc en gros, la science dit une douleur qui va être à peu près à 3, 4 sur 10, et je trouve qu'en langage humain, ben, en ressenti, c'est à peu près donc gêne, inconfort, c'est bon, douleur, on est plus bon. OK. Donc on va pouvoir placer, le muscle qui est rattaché au tendon pathologique en position d'étirement. Ça va être la première des contraintes. Est-ce qu'il le supporte ou pas? Si c'est supporté, dans ces cas-là, on va pouvoir mettre une contraction qu'on appelle isométrique. Donc la contraction isométrique, c'est la contraction du muscle sans mouvement. Donc là, on va venir placer le muscle dans une position d'étirement, d'allongement qui est non douloureuse et on va venir générer une contraction de ce muscle sans mouvement, donc dans l'angle dans lequel on l'a placé, à une Mmh. intensité non douloureuse. Et ça, c'est la base. À partir de là, on commence tout doucement à remettre de la force, dans le muscle, à remettre de la tension dans le tendon et donc on va pouvoir générer des adaptations et possiblement entrevoir une solution pour la rééducation. OK, trop cool et justement, tu parlais, d'anti-inflammatoires. Certains vont même prendre des corticoïdes. C'est, souvent ce que vont préconiser, rapidement les prescripteurs. En quoi ça peut être néfaste? En quoi potentiellement ils peuvent, être, intéressants et si oui, dans quel timing? En fait, ça a évolué avec, nos découvertes scientifiques. C'est-à-dire que initialement, quand il y avait une douleur au tendon, on remarquait la présence d'une inflammation. Donc on a appelé ça des tendinites avec, Mmh. le suffixe "-ite" pour inflammation du tendon. Donc c'est en toute logique qu'on a dit: «Si je mets un anti-inflammatoire, je règle l'inflammation, je règle la pathologie». Donc ça, c'était il y a au moins, ouais, il y a peut-être 30 ans, d'accord? Donc c'est comme ça que les médecins, il y a 30 ans, étaient formés à l'école, quoi, en gros. Mmh mh. Ensuite, on a découvert que grâce, en fait, à l'évolution des moyens technologiques et scientifiques, qu'au-delà de l'inflammation, il y avait aussi ce qu'on appelle une tendinose, donc le suffixe "-ose", qui est la dégradation, la dégénérescence du tendon. Et donc on s'est rendu compte que la composition du tendon va évoluer négativement, avec la pathologie
On va avoir une désorganisation des fibres de collagène qui est le composant principal du tendon. On va avoir une modification du type de collagène. Donc, on a à la base un collagène qui est de type 1 dans un tendon sain et qui va progressivement devenir un collagène de type 3 qui est plus fin, plus élastique, moins résistant, moins capable d'absorber l'étirement. Et donc, on va avoir ces modifications-là, cette dégradation structurelle du tendon, cette dégénérescence du tendon qui va s'ajouter à l'inflammation qu'il y avait initialement. Donc en fait, on s'est rendu compte que la tendinite était peut-être présente au début, dans les premiers jours de la pathologie, mais que rapidement, elle n'était plus le problème et que c'était la dégradation du tendon qui devenait le problème et qui entraînait une perte de capacité et donc une incapacité du tendon à tolérer les contraintes de la vie quotidienne. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que finalement, bah, les anti-inflammatoires, c'était pas intéressant puisque la première phase d'inflammation qui est nécessaire à la cicatrisation, on l'arrête, on l'altère et surtout, on n'a aucun impact sur cette deuxième phase qui est celle qui est la plus importante, c'est-à-dire la dégradation puisque le seul moyen d'agir sur, le tendon, ça va être par des contraintes mécaniques et donc par, la création de force, des exercices, l'isométrie dont je parlais juste avant et cetera et cetera. Donc aujourd'hui, la science dit plus anti-inflammatoire puisque l'inflammation n'est pas réellement le problème sauf si elle dure très, très longtemps. Donc, Mmh. normalement, l'inflammation doit durer entre 3 et 7 à 10 jours. Donc, si elle dépasse en gros les 2 semaines et qu'on n'est pas capable de, créer une contrainte mécanique, donc un étirement ou une contraction parce que trop de douleur à cause de l'inflammation, là, la prise anti-inflammatoire peut être intéressante pour calmer l'inflammation et permettre de démarrer la rééducation. Mais Mmh. en aucun cas, il faut la prendre au départ puisque là, l'inflammation est nécessaire et surtout, si on arrive à travailler sans en prendre, c'est mieux parce qu'on le sait, que ce soit les anti-inflammatoires ou, l'injection des corticostéroïdes, ça va avoir des effets délétères sur la structure du tendon et sur sa ce qu'on appelle sa plasticité, donc sa capacité à s'adapter et à évoluer. Donc si on peut s'en passer, c'est mieux. Si jamais on peut pas s'en passer, c'est après cette période nécessaire d'inflammation de 10 jours environ et parce que je ne peux pas, démarrer ma rééducation sans ça. Et comment s'est déterminée, cette phase d'inflammatoire? Je pense notamment à un sportif qui, bah, à un moment donné, avoir quelques douleurs au niveau tendon, mais qui laisse traîner parce qu'il se dit, «Ça va le faire, no pain, no gain, je serre les dents. Potentiellement, j'ai une compétition, bientôt et il faut que je puisse, continuer». Mais peut-être qu'il entretient, continuellement cette phase-là. Comment c'est déterminé, d'un point de vue, clinique selon toi? Alors, en fait, il faut comprendre que l'inflammation, elle apparaît donc comme je le disais dans les tro à peu près après 3 jours. En fait, quand il y a une Mmh. lésion du tendon, il y a une phase de saignement dans le tendon qui va durer 3 jours. Cette phase de saignement va ensuite déclencher l'inflammation. Donc c'est le fait qu'il y ait un saignement qui va déclencher l'inflammation. L'inflammation va démarrer pour nettoyer la zone et ensuite, ben, en fonction de l'état du tendon, l'état de la lésion et ce qui est l'hygiène de vie et cetera, elle va durer, ce que je te disais, entre 7 à 10 jours. Donc en gros, si tu t'es fait mal pour la première fois il y a 3 mois, tu sais déjà que tu as passé cette phase-là, d'accord? Donc le patient qui vient me voir après 1 an parce qu'il en est arrivé à un stade où il peut plus marcher, tu vois? Souvent pour des tendinopathies d'Achille ou tendinopathies rotuliennes et Mmh. cetera. Eh bien, ils viennent jamais au moment de l'inflammation. Enfin, sinon ce serait trop Mmh. simple. En fait, si les gens soignaient leur tendinopathie au moment où elles sont des «tendinites» entre guillemets, en fait, ce serait hyper facile à soigner. Puisqu'on est très bon là-dessus. Le tendon n'a pas encore commencé à se dégrader, donc il n'a pas tellement eu de structure qui s'est altérée, il n'a pas perdu en capacité, il y a juste une inflammation à doser et ça, c'est relativement facile. Le Mmh. problème, c'est que cette phase-là, généralement, comme tu le dis, elle est oubliée parce que, bah, elle est peut-être pas assez la douleur n'est pas assez forte ou assez handicapante. Donc le sportif va se dire: «OK, je peux faire avec, je peux faire avec, je peux faire avec». Donc de 10 jours, il va passer à 1 mois, de 1 mois, il va passer à 2 mois et au bout de 3 mois, quand l'inflammation aura laissé place à la dégradation et que son tendon aura été bien, bien dégradé et ben, qu'il pourra plus marcher, là, il va se dire: «Il faudrait peut-être que je m'en occupe, quoi». Mmh. Donc du coup, OK. quand il se pointe au cabinet, on est on a déjà dépassé cette phase-là, quoi. Ouais, clairement. Et tu parlais, d'hygiène de vie. Quels sont un peu les facteurs qui, vont être, la cause ou potentiellement expliquer la cause, justement d'une tendinopathie? Alors, en fait, il va y avoir des facteurs de risque qui vont être, changeables et d'autres qui sont non modifiables. Mmh. Typiquement le sexe, heu, les femmes sont plus à risque d'avoir des tendinopathies, parce que de manière générale et encore une fois, on parle de moyenne puisque c'est scientifique, elles ont moins de masse musculaire. Donc qui dit moins de masse musculaire dit que des contraintes vont être moins bien réparties et plus centrées sur le tendon.
Donc les muscles vont prendre moins, de contraintes et le tendon va en prendre plus, donc elles sont plus sujettes aux tendinopathies. Il va y avoir l'âge, plus on avance en âge, plus le tendon va être, sensible, enfin et surtout sujet aux tendinopathies, donc l'âge est aussi un facteur de risque. Ensuite, il y a les maladies systémiques, qui vont Mmh. affecter l'ensemble du système, donc le diabète, le cholestérol, ces pathologies-là vont, augmenter en fait l'état inflammatoire dans l'organisme et donc forcément favoriser l'apparition de tendinopathies. Donc ça, c'est difficile à gérer. OK? Enfin, on va pas changer, le sexe et on va pas changer, l'âge. D'accord? Donc ça, on va le changer. Maintenant, il y a aussi plein de facteurs de risque qui sont modifiables et auxquels on a un impact, important. La première chose, c'est quelle activité tu auras fait durant ton enfance? Parce que on sait qu'un tendon, ça a un nombre de cellules et les cellules sont, garants de l'intégrité du tendon. Plus on a de cellules, plus il est capable de se renouveler et Mmh. d'être, sans arrêt en bonne santé. Et bah, ce pool de cellules va être formé jusqu'à peu près nos 18-20 ans, selon Ouais. les activités qu'on aura fait. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura été habitué à courir, sauter, bouger et cetera, aura un pool de cellules bien plus grand que celui qui sera resté derrière un ordinateur ou, une console ou peu importe et qui, du coup, n'aura pas sollicité ses tendons. Donc déjà, il y en a un qui part avec un avantage et l'autre avec plutôt un inconvénient, tu vois? Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est modifiable et qui est probablement, le facteur de réussite le numéro un. Le facteur protecteur numéro un, c'est vraiment, qu'est-ce que tu as fait pendant ton enfance? Est-ce que tu pars avec des tendons qui vont avoir un pool de cellules élevé ou pas? La deuxième chose qu'on peut changer, c'est, je parlais tout à l'heure, c'est l'état inflammatoire dans le corps. Forcément, si on passe son temps à boire, fumer et manger industriel, c'est carton plein, tu vois? C'est tiercé dans l'ordre. Là, tu as quasiment toutes les chances. Alors évidemment, on connaît tous un oncle qui, fume, boit et mange mal et qui va très bien, tu vois? Ça, c'est toujours pareil. Quand tu dis une généralité, il y a toujours quelqu'un qui te sort l'exception. Oui, très bien. Moi aussi, je connais des gens qui font n'importe quoi et qui vivent jusqu'à 95 ans. Mmh. Mais dans, la globalité, si tu manges mal, que tu bois de l'alcool et que tu fumes, bah, tu mets ton corps dans un état d'inflammation et donc forcément, bah, tu augmentes les risques de développer des tendinopathies. Il y a le sommeil, le manque de sommeil qui va du coup favoriser le stress, la production de cortisol et donc également, l'état inflammatoire dans le corps. Et après, bah, il y a, la gestion de la charge d'entraînement, la charge mécanique qui va être appliquée au tendon et ça, bah, c'est le facteur modifiable numéro un et probablement le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas demander à ton tendon? Quelles sont les contraintes que tu vas mettre dessus? Est-ce qu'elles sont proportionnelles à ses capacités ou est-ce qu'elles excèdent ses capacités? Et dans ce cas-là, ben, tu risques fortement de créer une pathologie, quoi. OK. J'aimerais revenir là sur ce dont tu viens de parler, sur, l'enfance, l'adolescence, parce que pour moi, ça paraît être un message de santé, publique. Concrètement, là, si, un adolescent ou un parent d'adolescent nous écoute, qu'est-ce que on devrait préconiser à ces enfants adolescents pour justement avoir un pool de cellules tendineuses qui soit optimisé et bah, qu'il augmente, justement, cette, prévention, de blessures contre, les tendinopathies? Bah, là, je pourrais te faire la réponse un peu, bateau, tu sais? Et qui est très à la mode en ce moment et que je trouve un petit peu ridicule et de dire, bah, il faudrait les laisser vivre comme on vivait à l'époque, préhistorique, tu vois? Mmh. Sauf qu'en fait, on vit plus à l'époque préhistorique et il faut pas oublier que les hommes préhistoriques, ils mouraient à 20 ans. Donc en fait, on a un Mmh. recul, sur ce que donnait leur hygiène de vie qui est assez limité, quoi. En fait, un enfant pour être en bonne santé, il a besoin de courir, de sauter, de se déplacer dans l'espace et d'avoir, une alimentation qui lui permette de se développer. Donc à partir du moment où tu laisses ton enfant faire une activité physique, mais quelque part, peu importe, puisque si on s'intéresse un petit peu à l'activité physique, quasiment toutes les activités physiques vont, demander soit de courir, soit de sauter, tu vois? D'avoir des changements de direction, des accélérations, des choses comme ça. C'est dans les sports les plus fréquents, honnêtement, on va quasiment les retrouver partout. Même la musculation va permettre de développer les tendons. Donc quelque part, si tu laisses déjà ton enfant faire une activité physique, enfin même tu le laisses pas faire, tu lui fais faire une activité physique, tu vois? Mmh. Parce que moi, je reste persuadé que jusqu'à un certain âge, en fait, on n'est pas apte à prendre une décision. C'est aux parents de prendre les bonnes décisions. Donc, si tu fais faire une activité physique à ton enfant, tu augmentes ses chances, d'être en bonne santé. Moi, j'ai des patients qui ou des clients qui, quand ils viennent faire leur séance, ils amènent leur gamin et le gamin fait la séance avec. Je veux dire, ça pose un problème à personne, d'accord? Mmh mh. C'est juste qu'à 10 ans, bah, ils préfèrent l'avoir avec eux et qu'ils fassent la séance à côté, plutôt que de l'avoir, dans la salle d'attente, sur le téléphone.
Bon, bah, après c'est une question de choix, tu vois? Et puis de base un enfant c'est fait pour bouger, tu vois? Ça bouge, c'est très rare. Aujourd'hui, on a même inventé une pathologie qui s'appelle l'hyperactivité, tu sais, qui existait pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui ça touche tout le monde. En fait, un enfant à la base, ça bouge quoi. Je veux dire, c'est juste que nous, on leur a demandé de rester, assis. Forcément, on va contre nature, donc derrière ça développe des entre guillemets «des troubles» parce qu'ils sont c'est pas fait pour ça quoi et c'est ça le problème. Mmh. Mais justement, si on pousse le curseur un peu plus loin, dans cette, population-là, tu as tout ce qui est pathologie de croissance. Mmh. Est-ce que par rapport à ce que tu évoques et ce qu'on va évoquer tout au long de ce podcast, c'est des choses qu'on peut implémenter avec, des jeunes qui malheureusement sont, atteints, ont ce type de pathologie, à l'heure actuelle? Si tu veux, la pathologie de croissance, j'ai envie de dire, c'est un peu la faute à pas de chance ou alors c'est la faute à celui qui a voulu en faire trop. C'est-à-dire qu'encore une Mmh. fois, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a ceux qui, vont, ne rien faire et puis il y a ceux à Mmh. qui on va, pousser, 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 pousser parce qu'ils font plus. Je reste persuadé que si le sport rapportait pas d'argent, il y aurait pas de pathologie de croissance. D'ailleurs, la majorité des, tu sais, des Osgood-Schlatter ou des autres de maladies de Sever ou des pathologies comme ça, généralement ça touche les footballeurs. Mmh. Tu vois? Je dis pas que ça a un lien avec le fait qu'ils puissent devenir millionnaires, tu vois? Mmh, Mais, mmh mh. il y a quand même, voilà, c'est souvent dans les sports où les enfants sont poussés, 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 poussés et forcément à un moment donné, ben, le système il suit pas et ça lâche. Mais si encore une fois, on fait preuve de nuance et qu'on est raisonné dans notre pratique, bah, tout se passe très bien, tout se passe très bien. Alors après, des fois, on peut avoir pas de chance, c'est-à-dire qu'un enfant, il va avoir une croissance qui va être, très, très exponentielle à une phase donnée et bon, bah, il va développer un Osgood, il va développer un CER, il va développer une phase de croissance, mais ça se règle ça, tu vois? Je veux dire, il y a plus de risques à ce qu'un enfant, en fait, ne fasse pas d'activité physique et que plus tard, il en paye les pots cassés, parce Mmh. qu'il n'aura pas eu le développement nécessaire, plutôt qu'un enfant va, bah, avoir un Osgood ou un truc comme ça, une pathologie de croissance et qu'on va soigner et qui, du coup, risque d'être dérangeant pour plus tard, à Mmh. choisir. Je vois. Et pour rester sur cette thématique, de l'âge, donc tu as dit que c'était un facteur, non modifiable qui cause, les tendinopathies. Mmh. Quelle est la raison pour laquelle véritablement c'est un facteur? Est-ce que c'est purement biologique, lié à la vieillesse, Mmh. des tissus? Ou est-ce qu'on peut l'expliquer éventuellement par, un entraînement, une activité physique qui est, différente, de celle, d'une population, plus, jeune? En fait, il y a les 2. C'est-à-dire qu'en fait, quand alors peut-être que je vais l'apprendre à des personnes qui écoutent le podcast, mais on va mourir à un moment donné. Donc on meurt et en fait, à partir du moment où on est et globalement, on va se développer physiquement, si on s'intéresse un peu à la biologie jusqu'à nos 20-25 ans et à partir de nos 20-25 ans, en fait, on se dégrade. On se dégrade, petit à petit jusqu'à, en fait, notre mort biologique qui, en fait, arrive normalement vers 50 ans. Mmh. Tu sais, c'est l'andropause et la ménopause. Donc à ce niveau-là, normalement, c'est censé être notre petite mort biologique. Bon, les bienfaits de la médecine et cetera, faut qu'aujourd'hui on vit jusqu'à 80-90 ans, mais biologiquement parlant, on se dégrade, à partir de nos 25 ans jusqu'à, ben, à peu près cet âge-là. Ouais. Donc il y a ce qui se met en place, ça s'appelle la sénescence, c'est-à-dire que en fait, les cellules humaines vont tout doucement mourir, donc ce qu'on appelle l'apoptose et sauf que pendant l'adolescence ou quand on est stimulé de manière intelligente et efficace, il y a un renouvellement qui se fait. C'est-à-dire que des cellules meurent et d'autres, ben, se recréent et donc du coup, on se perpétue. Tu vois, globalement, en un mois, les cellules qui forment ton corps, qui forment Max, eh ben, elles sont renouvelées. Tu vois? Un mois plus tard, c'est plus le même max, c'est plus les mêmes, Mmh, mmh mh. cellules. Bon, à quelques par exemple les yeux, le cœur et cetera, ça met plus de temps, mais globalement, c'est un peu ça. Donc en fait, chaque jour, tu as le choix de savoir si tu veux former un max avec des cellules de meilleure qualité ou si tu veux former un max avec des cellules de moins bonne qualité et chaque jour, chaque action que tu fais, chaque fois que tu vas refuser d'aller faire ton activité physique, chaque fois que tu vas accepter d'aller boire de l'alcool, chaque fois que tu vas accepter, d'aller manger un McDo et ben tu fais le choix et c'est de ta responsabilité de créer, ben, un tas de cellules qui forment max et qui sera de moins bonne qualité que si tu avais fait un autre choix. Donc ça, Mmh. si tu veux, c'est lié au vieillissement et ça, on peut rien y faire. C'est-à-dire que tu vas mourir, tes cellules vont se dégrader, tes tissus vont se dégrader et c'est comme ça. D'accord? Il faut l'accepter. Maintenant, il y a ceux qui se résignent à ça et qui disent: «Bah, de toute façon, je vais mourir donc autant vivre la vie comme, il faut et je fume et je bois et je fais tout ce que je veux et cetera». Oui, il y a ceux qui disent: «OK, je sais que je vais mourir, mais je vais essayer de vivre le plus longtemps possible en bonne santé».
Et Mmh. dans ce cas-là, bah, tu vas mettre des choses en place pour, bah, justement avoir un tas de cellules qui te forment et qui soient de la meilleure qualité possible tout au long de ta vie. Et donc, tu vas faire des choix. Encore une fois, c'est ta responsabilité. Tu fais tes choix de, OK, je sais que mes tendons vont avoir cette sénescence, vont se dégrader biologiquement parlant, physiologiquement parlant. Donc, je mets en place bah, de temps en temps des entraînements qui sont dédiés à eh bien, augmenter leur capacité, augmenter leur qualité pour ralentir cette dégradation. Pareil pour le système musculaire, pareil pour le système cardio-respiratoire. Et c'est pour ça que on tombe sur des personnes âgées qui pètent la forme, quoi. Mmh mh. Ouais, donc ce que tu nous indiques, c'est que c'est pas une fatalité, mais que finalement, c'est un choix, c'est de notre responsabilité de savoir comment finalement on veut vieillir, si je puis dire, ou en tout cas pour un sportif, on veut, tout simplement, adapter notre biologie. Bah, en fait, il y a une question de fatalité parce que en fait, forcément, ça va se dégrader et des fois, bah, tu as beau mettre tout en place, tout ce qu'il faut et bah, tu pas la génétique pour et tu Mmh. finis par, quand même pas être en forme et à côté de ça, la vie est injuste à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui va faire absolument n'importe quoi de sa vie et qui, parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu, ben, vit longtemps et en bonne santé. Mais si tu prends la moyenne, la généralité, effectivement, tu as moyen de, contrecarrer la dégradation de ton corps, quoi. Tu nous parlais de charger le tendon et Mmh. on va y venir, juste après ça, mais j'aimerais qu'on parle de thérapies plus passives, Mmh. notamment des choses qui sont beaucoup, préconisées, encore dans certains, cabinets notamment. L'utilisation par exemple d'ondes de choc, de PRP. Pour qui finalement ce type de thérapie pourrait être pertinent et pour qui c'est complètement, de la poudre aux yeux? C'est surtout pertinent pour celui qui l'a prescrit et qui la réalise et ensuite non, j'exagère, mais en vrai, il faut bien comprendre qu'encore une fois, tu vois, le tendon se dégrade, ça c'est un fait et à l'heure actuelle, le seul moyen qu'on ait de lutter contre cette dégradation, c'est de le faire travailler. Donc aucune technique passive n'est capable Mmh. d'augmenter les capacités du tendon et donc de, résoudre la problématique. Aucune. Il va falloir se mettre à faire des exercices, il va falloir se mettre à travailler, il va falloir se mettre à exercer des contraintes et faire travailler l'ensemble de l'organisme. Ça, c'est une obligation. Tu peux pas sortir d'une tendinopathie sans passer par cette phase-là. Maintenant, on essaye, la science essaye de trouver des moyens, d'accélérer la cicatrisation du tendon et c'est là où toutes ces thérapies vont essayer de rentrer en jeu, mais pour l'instant, montrer franchement des résultats plus que moyens. C'est-à-dire, moyen bof, quoi. Hem, les ondes de choc vont avoir 2 intérêts. Elles vont avoir un intérêt dans les tendinopathies calcifiantes. Donc une tendinopathie calcifiante, c'est un tendon qui présente ce qu'on appelle une calcification, mais une calcification bien spécifique, c'est-à-dire que c'est une calcification, qui s'est formée parce qu'il y a eu un excès de contrainte et notamment de compression dans le tendon. Donc on va avoir, le matériau spécifique, ça s'appelle des cristaux d'hydroxyapatite et en gros, c'est les cellules du tendon qui, parce qu'elles ont été compressées, écrasées, se sont transformées en cellules cartilagineuses, donc de cartilage, parce que c'est la structure qui résiste dans notre organisme le plus à la compression. Donc l'organisme n'est pas fou, il y a beaucoup de compression qui est exercée à un endroit, donc forcément, bah, ce que je vais faire pour m'y adapter et y résister, c'est que les cellules qui y sont, bah, je vais les rendre résistantes à la compression. Donc des cellules tendineuses qui à la base sont là pour résister à l'étirement, à la traction, bah, Mmh. vont être remplacées par des cellules cartilagineuses, donc capables de résister à la compression. Sauf que, bah, du cartilage dans, un tendon, ça n'a rien à faire là. Donc forcément, à un moment donné, c'est détecté comme, bah, potentiellement dangereux, en tout cas, exogène, enfin que ça n'a rien à faire là, quoi. Donc ça va déclencher une nouvelle inflammation et ça peut potentiellement créer de la douleur. L'organisme se rend compte de son erreur, que du coup, bah, il y a eu un problème dans les calculs là et que ça n'a rien à faire là et dans la grande majorité des cas, les calcifications sont, enlevées toutes seules, se résorbent d'elles-mêmes. OK et d'ailleurs, elles sont douloureuses, notamment dans la phase de résorption. Maintenant, il arrive que ces calcifications ne se résorbent pas et qu'elles viennent gêner l'amplitude parce que forcément on a un morceau de pas de caillou mais un morceau un peu plus solide dans le tendon, donc Mmh. gêner l'amplitude, gêner le mouvement, gêner le coulissement du tendon et cetera, donc altérer le fonctionnement du tendon et dans ce cas-là, l'onde de choc peut faciliter la résorption de la calcification et donc être pertinente. La deuxième
situation où l'onde de choc peut être, intéressante, c'est dans les tendinopathies qui sont chroniques donc chroniques, de environ 6 mois, 1 an, tu vois? Ou plus. Où là, en fait, on se rend compte que la douleur semble être majoritairement due à l'infiltration de petits nerfs dans le tendon. Et ces petits nerfs qui s'infiltrent dans le tendon et qui accompagnent les nouveaux vaisseaux sanguins qui irriguent vers la lésion pour permettre d'apporter l'oxygène, les nutriments et évacuer les déchets, Mmh. vont eux-mêmes sécréter des molécules douloureuses qui vont produire de la douleur, donc le glutamate, le CGRP, la substance P, etc. Et ça va entretenir de la douleur. Et donc, c'est notre propre système nerveux autonome qui génère de la douleur et l'entretient. Et là, il semblerait que les ondes de choc focales, hein, donc qui ne peuvent pas être pratiquées par un kiné en France en tout cas, mais seulement par un médecin, puissent venir stopper cette néo-innervation et donc ralentir ce phénomène et réduire la douleur. C'est la deuxième situation où potentiellement ça peut être intéressant. Le PRP, lui, en vrai, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le PRP, un jour viendra où les scientifiques seront capables de d'extraire, un sérum, de notre, sang qui soit capable d'accélérer la régénération de nos cellules. Je pense qu'un jour on y arrivera. On y arrivera un jour. Mais à l'heure actuelle, franchement, preuve scientifique et efficacité, très moyen. Un Mmh. coup ça marche, un coup ça marche pas, oui, non, ça dépend de ceci, ça dépend de cela, ça coûte un bras. Franchement, le PRP, c'est pour l'instant très discutable. C'est probablement la plus grande, solution à l'avenir. Tu vois? Quand on voudra se régénérer de nous-mêmes, tu vois? En ce moment, il y a l'injection de cellules enfin, les scientifiques commencent à faire les injections de cellules souches. Donc il faut savoir qu'en gros, notre organisme à la base, bah, ça aussi je l'apprends à personne, il vient de 2 petites cellules, spermatozoïde d'une ovule, hop, ça féconde et derrière, bah, les cellules se multiplient, se multiplient, se multiplient et forment un être humain. Et donc, à l'heure actuelle, on essaye de récupérer des cellules souches Mmh. pour les réinjecter dans la zone de lésion et espérer que ça reforme un tissu sain. Bon, ça marche pas pour l'instant, mais bon, bah, de toute façon, à la vitesse où avance la science, ça finira par marcher, quoi. OK. OK, et puis on deviendra des Bezos et des Musk. Je sais pas ce qu'on deviendra, mais ça va être un peu chelou, ouais. OK. Hem, Tu parles de calcification. La manière de savoir ça, en partie, c'est grâce à des examens complémentaires, des imageries, et puis la plupart des patients vont au cours de leur, parcours de santé, parcours de soins, faire, des imageries telles que l'IRM, telles que l'échographie, avec ou sans Doppler. À quel moment, en fait, ces imageries, elles nous aident vraiment et à quel moment elles peuvent, à l'inverse, parasiter, le traitement, émis par, le thérapeute? Je pense qu'en fait, les examens complémentaires c'est comme le port salut, hein, c'est écrit dessus, hein, c'est complémentaire. Ça veut dire qu'on peut réussir à résoudre beaucoup de problèmes sans ça. Hem, Elles deviennent problématiques à partir du moment où le patient la lit, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle est utile au thérapeute pour avoir une, vision, de l'état de l'organisme à l'instant T, parce qu'en fait, une imagerie, c'est juste une photo qu'on prend à l'instant T, donc ça nous informe de: est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place? Et cetera. Point. Ça va nous informer s'il y a une calcification, ça va nous informer s'il y a une rupture, ça va nous informer s'il y a une déchirure, ça va nous informer s'il y a une tendinopathie, s'il y a un épaississement, s'il y a des choses comme ça. Mais c'est tout. C'est-à-dire que même sur une imagerie qui va apparaître comme saine, ça n'informe pas sur quelle est la capacité du tendon, ça n'informe pas sur quelle est la cause de la douleur, ça n'informe pas sur le niveau de la douleur, et cetera, et cetera. C'est simplement une photo. C'est une Mmh. photo qui me dit voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et parfois, bah, à l'intérieur, en surface, ça paraît bien, mais pour autant, c'est le bordel, quoi. Et t'as mal. Et le truc, c'est que une fois que le patient la lit et surtout, selon le discours de la personne qui va lui expliquer, l'imagerie, il y a des mots qui resteront à jamais dans sa tête et qui vont entraver la rééducation. Si tu dis: «Voilà, vous avez une tendinopathie avec une calcification», bah, sans vraiment savoir ce que c'est, le mot calcification, la personne va se dire: «Oh là là, ça y est, c'est mort, j'ai un tendon avec une calcification», tu te rends compte, c'est fini. Mmh mh. Tu vas lui dire qu'il y a une rupture partielle du tendon,
voire même une rupture complète ou transfixion du tendon, bon, il y a le mot rupture ou déchirure, alors là, c'est fini. Tu vois? Le tendon, il est mort, mon épaule, elle est foutue, je peux plus rien y faire. Alors que, il y a probablement la moitié de la population qui a une rupture, d'un des tendons de la coiffe au niveau de l'épaule et qui vit très bien et qui s'en rend même pas compte. Si jamais ils avaient jamais fait d'imagerie, ils s'en seraient jamais rendus Mmh. compte, tu vois? Mais c'est comme, les examens au niveau du rachis, tu vois? De la colonne vertébrale. Tu fais un IRM et tu vois marqué discopathie ou voire même, tu vois, le terrible hernie discale, tu récupères le patient, il est dans un état catastrophique. Alors Mmh. qu'en fait, on s'en fout un peu, quoi. Tu vois? C'est pas grave. C'est juste on sait qu'elle est là, OK, on sait où on doit travailler, on sait un petit peu ce qu'on doit faire ou pas faire, mais en fonction de l'association que la personne va faire dans son esprit entre les mots qu'elle va lire et la gravité de la situation, bah, ça peut entraver la rééducation puisque ça peut jouer sur son moral et sur, sa confiance en, la capacité à guérir et ça, on sait que c'est des facteurs de réussite ou pas de la rééducation, quoi. OK, et malgré tout ces examens complémentaires, est-ce qu'ils t'aident dans la connaissance de la localisation de la tendinopathie? Tu parles souvent de tendinopathie corporeale, donc du corps du tendon, versus, les anthésopathies. Est-ce que, tu gères ça aussi, de la même manière? Parce qu'il semblerait que certains, ont tendance à le faire. Toi, quelle est, ta vision sur, le traitement entre, les différentes localisations, de tendinopathie? Normalement, par rapport aux signes cliniques et la localisation de la douleur par le patient, on doit pouvoir savoir sans faire l'examen si on est sur une tendinopathie qui est dans le corps du tendon ou si on est sur une anthésopathie. Cependant, rien n'est plus fiable qu'une imagerie pour savoir ça et Mmh. on peut très bien avec l'imagerie, bah, du coup avoir, la confirmation, c'est bien une confirmation, c'est complémentaire, hein, donc j'ai fait un examen clinique et je suppose qu'il y a ça. Je fais un examen complémentaire pour affirmer ou infirmer mon hypothèse de base. Une fois que je sais où est située ma lésion, en fait, je ne peux pas la rééduquer de la même façon. Il y a des choses qui vont être similaires, mais la rééducation est forcément différente parce que, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, on ne peut pas travailler un muscle et un tendon de la même manière puisque ce ne sont pas les mêmes tissus, qui n'ont pas les mêmes propriétés ni les mêmes fonctions et donc qui ne répondent pas aux mêmes stimuli. Le corps du tendon et l'anthèse, donc c'est-à-dire l'insertion du tendon dans l'os, ne répondent pas aux mêmes stimuli parce qu'ils ne sont pas composés de la même façon. En fait, le corps du tendon est composé, bah, je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement de collagène de type 1 avec des fibres qui sont parfaitement alignées et qui répondent essentiellement à la traction, à l'étirement, alors qu'au niveau de l'anthèse et donc cette zone, de d'insertion du tendon au niveau de l'os, en fait, on se rend compte qu'il y a 4 parties. Donc il y a une partie qui est tendineuse, il y a une partie qui est fibrocartilagineuse et il y a une partie qui, tout doucement, va devenir osseuse, minéralisée et en fait, ces différentes parties-là peuvent être impactées par la tendinopathie et pour autant, comme elles ne sont pas composées de la même manière, elles ne vont pas répondre aux mêmes stimuli et donc forcément, on ne peut pas rééduquer ça de la même façon qu'une tendinopathie corporelle. Donc non, on peut pas faire ça de la même façon. Mmh. Et je crois savoir que, justement, en fonction de la situation, les propriétés mécaniques, du tendon vont changer. On parle notamment de raideur versus la compliance. Je pense qu'il y a beaucoup de mésinformations et d'incompréhension sur ces termes-là. Certains, pensent directement à raide versus, souple, notamment sur, la notion d'amplitude de mouvement. Est-ce que tu peux expliquer ça, simplement aux auditeurs pour que ça soit plus clair pour eux? Bah, en fait, il faut imaginer qu'un tendon, c'est une jonction, c'est une corde qui est reliée entre une structure dure, qui est l'os, et une structure molle, qui est le muscle. Donc, si j'attache une corde autour d'un rocher et que je souhaite déplacer le rocher, il faut que la corde soit tendue. Si j'ai du mou sur la corde et que je tire, je vais d'abord devoir consommer de l'énergie pour tendre la corde et après redépenser l'énergie pour enfin pouvoir tirer et déplacer le rocher. Donc j'ai besoin que ma corde, elle soit tendue à l'attache au niveau du rocher. Maintenant, si ma corde est attachée autour d'une structure molle et que je tire fort dessus, j'arrache la structure molle. Mmh. Donc j'ai besoin, à l'inverse, qu'elle soit plutôt un peu, distendue au niveau de l'attache molle, donc au niveau de l'attache musculaire. Donc, mon tendon doit être tendu au niveau de l'attache osseuse et plutôt, détendu au niveau de l'attache musculaire. Pour ce qui est des termes, on va dire un petit peu mécaniques, la raideur tendineuse, ça va être
les niveaux de force nécessaires pour déformer un matériau. Ça veut dire qu'en gros, peu importe le matériel que je vais prendre, si je prends un élastique, si je prends un bout de bois, pour le déformer, je vais pas avoir besoin de les mêmes niveaux de force, d'accord? Mmh. Plus mon élastique va être raide, plus je vais devoir tirer fort dessus pour le déformer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de se déformer et que du coup, il a une amplitude de déformation qui est plus faible. Pas du tout, ils peuvent avoir la même amplitude de déformation. C'est juste que pour obtenir la même amplitude de déformation, pour un élastique, je vais devoir tirer très fort et pour l'autre, bah, j'ai pas besoin de tirer très, très fort. Et donc plus un tendon est raide, plus je vais avoir besoin de générer de la force pour le déformer. C'est comme ça qu'on définit un tendon raide. À l'inverse de la raideur tendineuse, c'est ce qu'on appelle la compliance. Et la compliance, c'est donc du coup un matériel qui a besoin de peu de force pour être déformé. C'est l'opposé. Et donc du coup, si je prends mon continuum de l'os vers le muscle, je vais avoir un tendon qui a besoin d'être très raide au niveau de l'anthèse, au niveau de l'os, et qui progressivement va devenir de plus en plus compliant à mesure qu'il va se rapprocher du muscle pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. D'un côté, il faut qu'il bouge la structure, de l'autre côté, il faut juste qu'il absorbe et qu'il évite d'arracher le muscle. Donc la raideur tendineuse est à différencier de la raideur articulaire qui est là, définit forcément la capacité de mouvement dans l'articulation et qui va du coup plutôt tendre vers présence de mobilité ou absence de mobilité. Mais c'est complètement autre chose. Et en quelques mots, comment finalement on peut faire le choix entre de la compliance et de la raideur? Pour quelles raisons on va, plutôt avoir un entraînement, heu, dans le sens de la raideur? Pour quelles raisons on va avoir un entraînement dans le sens de la compliance? Et surtout, ben, en pratique, ça donne quoi? Alors, pour comprendre comment la raideur se met en place dans le tendon, il y a 2 choses. La 1re, c'est la présence de collagène de type 1. Plus on a de collagène de type 1 dans le tendon, plus le tendon va avoir tendance à être raide. Donc, pour favoriser la synthèse de collagène de type 1, on va avoir besoin de déformer le tendon. Pour déformer le tendon, on va avoir besoin de charges lourdes et de mouvements lents. Il faut que la contrainte soit supérieure à 70 du max et qu'elle dure au moins 3 à 5 secondes. D'accord? Mmh. Et donc c'est de ce principe-là qu'est né ce qu'on appelle le protocole Heavy Slow Resistance, HSR, qui est très fréquent dans la rééducation et en homéopathie. On va appliquer un mouvement, on va ralentir exprès la vitesse du mouvement avec une charge qui est relativement élevée pour justement venir travailler sur ce tendon-là et sur sa structure et sur sa production de collagène. La deuxième façon d'augmenter la raideur du tendon, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le nombre de crosslinks. Ces crosslinks, c'est ce qu'on va appeler, en fait, c'est des ponts. Il faut imaginer en gros les fibres de collagène comme des traits parallèles, et entre Mmh. chaque trait, il va y avoir des traits perpendiculaires qui vont rattacher les fibres entre elles. Ok. Et en fait, plus il y a de ponts entre ces fibres, moins elles vont pouvoir coulisser les unes par rapport aux autres, moins elles vont pouvoir se déformer, et donc plus elles seront raides, plus on augmentera la raideur. C'est la même chose en fait avec les molécules d'eau. Elles ont ce même phénomène-là. Et par exemple, si tu prends un seau d'eau dans lequel donc, tu remplis l'eau, l'eau est plate, d'accord? Tu tapes très vite sur la surface de l'eau, et ben, tu as l'impression de heurter un rocher, tu vois. Tu te fais très très mal à la main. Alors que si appuies tout doucement avec ton poids du corps et ton doigt dans l'eau, bah, tu traverses l'eau Mmh. sans aucune difficulté. D'accord? Et ben, c'est la même chose avec le tendon. C'est-à-dire que le tendon, lorsqu'on va le solliciter à très haute vitesse, et ben, ces crosslinks vont se former et vont augmenter la raideur. Alors que si on utilise, une charge lourde et lente, comme dans le heavy slow resistance, on va casser ces crosslinks et on va pouvoir déformer plus facilement le tendon. Et donc c'est là où en fait on a un petit peu un paradoxe, c'est-à-dire que la raideur peut être augmentée par la production de collagène, et pour produire du collagène, je vais avoir besoin de déformer mon tendon et donc je vais utiliser du lourd et du lent. Mais la raideur peut également être augmentée d'un point de vue neurologique par cette formation des crosslinks, et dans ce cas-là, j'ai besoin de vitesse. Et donc c'est pour ça Mmh. que toute l'idée de l'entraînement, c'est d'allier les 2 dans des proportions raisonnables, où je vais avoir du lent et du lourd, et d'un autre côté, je vais avoir de la vitesse avec notamment tout l'entraînement pliométrique. OK. Et donc, tu nous parles de ces différents, paramètres fondamentaux pour, faire évoluer, le tendon. Tu as parlé beaucoup de déformation, de vitesse, de fréquence, aussi de volume, de la durée d'entraînement, en tout cas de la série.
Lequel parmi, ces paramètres, te paraît être le plus, sous-estimé dans la prise en charge, tendineuse? Je pense qu'on intègre la pliométrie beaucoup trop rapidement. Mmh. En fait, on le sait, la pliométrie, parce que justement c'est un contact très rapide au sol, en fait, elle laisse pas le temps à la contrainte de venir jusqu'à l'intérieur de la cellule tendineuse pour modifier la production de collagène et donc la structure du tendon. C'est vraiment des adaptations qui sont essentiellement neurologiques. On va produire plus de force, on va l'absorber plus vite, on va la restituer plus vite. C'est principalement nerveux, mais on n'impacte pas tellement la structure du tendon. Comme on le sait, avec une tendinopathie, on va avoir une dégradation de la structure du tendon, donc sa composition en collagène, l'organisation de ses fibres, l'organisation de la matrice, son épaississement, augmentation du volume d'eau, et cetera, à l'intérieur du tendon. Il faut passer du temps sur le lent et lourd pour, venir vraiment améliorer cette structure et ça se fait pas en 2 semaines, ça se fait pas en 3 semaines. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois et il faut prendre le temps de venir renforcer cette structure, améliorer la qualité du tendon. Il faut d'abord que le tendon soit beau avant d'être fort et donc du coup, on Mmh. va d'abord le rendre beau avec du lent, du lourd, de l'excentrique et cetera, avant de chercher à le rendre fort avec de la pliométrie à haute intensité. Parce que si je mets de la haute intensité trop rapidement, en fait, je vais venir dégrader le tendon. Alors quand tout va bien, il se renouvelle et ça permet de le rendre plus fort, mais quand il va pas bien et qu'on est déjà dans la pathologie, en fait, cette dégradation va simplement entretenir le cycle inflammatoire et donc on rentre dans le cercle vicieux. C'est très fréquent que on commence la rééducation, on fait du lent et du lourd, on fait de l'excentrique, tout va bien. Au bout de 2 semaines, on met de la plio, boum, la douleur revient. Ah OK, il faut refaire un pas en arrière et on recommence et je remets de la pliométrie un peu vite et hop, je refais un pas en arrière. Il faut prendre le temps. Un tendon, ça a peu de cellules et encore plus si on n'en a pas développé à la base ou si on est âgé. Il faut prendre le temps de remettre de la qualité avant de remettre de la capacité. Donc je pense que, de mon point de vue, la principale erreur qu'on puisse avoir sur, la rééducation tendineuse, c'est de réincrémenter la pliométrie un peu trop tôt. Globalement, les standards, c'est que il faut être sur, le heavy slow resistance, il faut être capable de faire ton 3 fois 8 RM, donc avec un tempo de 3 secondes, 3 secondes, donc sur la montée, la descente ou de 5 secondes, 5 secondes sur la montée, la descente et avoir un niveau de force sur le membre, pathologique qui est à peu près à 70 80 du membre sain. OK? Et ça s'acquiert pas en 20 enfin en 2 semaines, quoi. C'est intéressant que tu parles de pliométrie parce que parmi les informations que tu donnes dans tes contenus, podcasts, formations et cetera, c'est vraiment, une des notions qui m'a le plus, challengé et sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. Mmh. Parce que je fais partie un peu de ces gens, je pense, qui implémentent rapidement la pliométrie et je vais t'expliquer un peu ma vision des choses et comment moi je l'implémente. Déjà, je pars du principe là, dans ce cas, précis, que la personne, elle te contacte, elle se rééduque très rapidement. Comme on parlait, Ouais. le cas de voilà, très rapidement au niveau de l'inflammation. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être pertinent de se dire: «OK, c'est algique potentiellement, mais la personne a les capacités de faire son 3 fois 8 en Heavy Slow Resistance comme tu le disais, de mettre de la pliométrie, mais avec une faible intensité, voire même de moduler cette pliométrie avec un délestage type, élastique qui vient nous délester, ou, heu, travailler sur, le chausson, je pense là donc type, tendinopathie, d'Achille, voire, rotulienne où, ben, au lieu d'avoir un chausson avec, peu de semelles, on va peut-être augmenter la semelle, on va peut-être augmenter le drop ou que sais-je. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ah bah, si elle est capable de faire son 3 fois 8 et qu'elle a une force de 70-80, ce qui est généralement le cas, si c'est pris suffisamment tôt, sans problème, OK. sans problème. C'est juste que c'est pas la le cas le plus fréquent, quoi. Mais Ouais, d'accord, et j'entends. évidemment, en fait, si tu veux, il y a pas vraiment de délai. Tu vois? On peut pas dire, la Mmh, pliométrie, c'est au bout de 6 jours, c'est au bout de 10 jours, c'est au bout de 12 jours. En vrai, on n'a même pas vraiment de critères objectifs. Ils ont essayé, quand je dis «on», quand je dis «ils», c'est les chercheurs, de mettre des standards et les standards actuels, c'est ça, c'est de réussir à faire ton 3 fois 6, 3 fois 8 RM sur le heavy slow resistance et d'avoir une production de force sur le membre pathologique qui soit à peu près de 70-80 que le membre sain. Bah, il y a des gens, sans ça, ils vont réintégrer la pliométrie, ça va bien se passer et il y a des gens mmh, qui, même avec ça, vont réintégrer la pliométrie et ça va pas bien se passer. Alors
évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la génétique, il y a l'hygiène de vie, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a le passif sportif et puis il y a comment c'est réintégré, à quelle fréquence, à quelle intensité, avec quel volume et cetera et donc tout ça vient dans un des paramètres fondamentaux, je sais plus, que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion de la charge. Et comment tu gères cette charge? C'est-à-dire que si la première semaine de pliométrie, bah, tu es très, très progressif et tu vas lui remettre que quelques bons, et cetera, bah, ça peut très bien se passer. Si tu les Mmh mh. délestes, tu utilises les élastiques et cetera et que tu es très progressif, ça peut très bien se passer. Maintenant, il faut savoir le faire. Ouais, toute la notion un peu de gestion de la charge, de Ouais. De programmation. toute façon, la programmation, la gestion de la charge dans une tendinopathie pathologie tendineuses, c'est peut-être, 80 du truc, quoi. Mmh mh. Ouais, non, c'est intéressant que tu parles de tout ça. Tout à l'heure, tu parlais, d'isométrie un peu comme une porte d'entrée. Ça a été un peu les Ouais. premières choses, quand je t'ai posé, mes premières questions. Pour autant, sur une story Instagram, je me rappelle que tu avais dit: «L'isométrie est au tendon ce que l'argent est au bonheur». Un bon point de départ, mais clairement insuffisant et je trouvais la phrase, assez pertinente. En tout cas, elle était très imagée. Comment, toi, tu utilises, l'isométrie et quand est-ce que potentiellement c'est surcoté? Bah, en fait, l'isométrie, comme tu l'as très bien dit, c'est une porte d'entrée parce que ça permet d'évoluer dans un environnement qui est complètement contrôlé. C'est-à-dire que quand je fais de l'isométrie, je contrôle à la fois l'angle, je contrôle l'intensité, je contrôle la durée. Et donc, je peux mettre tous ces paramètres sur un curseur qui me permet d'être infradouloureux et donc de commencer à réintégrer de la contrainte, ressolliciter le tendon sans créer de la douleur, sans entretenir le cycle inflammatoire et donc pour ça, c'est génial. C'est la raison pour laquelle tu démarres par l'isométrie. C'est pas que c'est un mode de contraction qui est, Magique. révolutionnaire ou Mmh. magique et cetera. C'est juste que ça te permet de tout contrôler et donc de progressivement faire évoluer les curseurs pour justement avoir cette progressivité dans la rééducation et dans la charge d'entraînement dont on parlait juste avant. Donc l'isométrie, c'est une excellente porte d'entrée. En plus, l'isométrie, ça te permet aussi d'augmenter l'intensité puisque tu peux très bien faire des isométries à 100 d'intensité et donc, bah, Mmh. tu dépasses finalement, le parce qu'on sait que pour avoir une déformation, il faut avoir une contrainte qui soit supérieure à 70 de la contraction maximale, du tendon et donc tu peux très bien faire des isométries à une intensité supérieure à 70. Donc ça te permet, si tu veux, de démarrer la rééducation et d'arriver sur des stades intermédiaires. Maintenant, ça remplacera jamais un mouvement dynamique type de l'excentrique, puisqu'il va falloir allonger les fibres. Il va falloir mettre à un moment donné, il faudra mettre de la vitesse. Donc, si tu veux, le HSR, il a été inventé parce que l'isométrie suffisait pas. Sinon, on ferait Mmh. tous que de l'isométrie et ce serait réglé. Donc l'isométrie, c'est une bonne porte d'entrée, très bonne porte d'entrée. Ça permet de voir un effet antalgique, enfin analgésique. Ça permet de récupérer les amplitudes, ça permet de renforcer le tendon sur toute sa longueur. Maintenant, une fois qu'on a réussi à travailler le tendon dans sa position d'allongement, il va falloir travailler le tendon au cours de son allongement. Tu vois la nuance? Mmh C'est-à-dire mh. qu'avec l'isométrie, je peux le placer dans une position d'étirement et travailler sur sa course externe, donc dans la position la plus allongée possible, la plus étirée possible, sur l'angle bien spécifique. Et là, je vais travailler dans sa position d'allongement. Avec l'excentrique et le HSR, je vais pouvoir travailler au cours de son allongement, travailler sur l'alignement des fibres, être sûr de renforcer l'ensemble des fibres sur tous les angles et cetera. Et puis progressivement, bah, du lent et lourd, je vais passer vers du rapide et vers du rapide et lourd Mmh. dans le temps. Et là, bah, c'est indispensable, à moins que, encore une fois, ça dépend de qui tu rééduques et encore non, tu peux rééduquer personne qu'avec de l'isométrie, mais tu as peut-être pas besoin de pliométrie pour tout le monde. Mais en fonction des activités qui vont être demandées, bah, tu vas avoir besoin d'avoir ton exigence, ton curseur dans les capacités qui vont être plus ou moins hautes et tu vas devoir aller plus ou moins loin, dans la rééducation. OK, très clair et dans tes contenus, tu dis que l'isométrie, c'est pas juste de l'isométrie, mais, tu dissocies les choses en plusieurs curseurs. J'aimerais qu'on commence par, la notion de PIMA versus IMA, que tu, les expliques et dans quel cas l'un peut être supérieur à l'autre et inversement? Ouais. Alors l'isométrie, pour reprendre, et essayer d'être le plus clair possible, donc c'est une contraction du muscle sans mouvement. Le Cette contraction du muscle sans mouvement, elle peut se faire de 2 manières. Soit on peut la faire, de manière PIMA, donc c'est des termes, scientifiques, donc forcément c'est anglais. PIMA, ça veut dire pushing or pulling, donc pousser ou tirer. Isometric muscle action. Donc c'est une action isométrique où on tire ou on pousse. D'accord? Mmh. Donc typiquement, je vais me mettre face à un mur et je vais pousser le mur. Donc là, je pousse
un mur que je ne peux pas déplacer, donc il y a bien une absence de mouvement. Pourtant, je génère de la force, c'est donc une action isométrique de type PIMA. Dans le langage un peu marketing, un peu américain et cetera, c'est ce qu'on a appelé, l'isométrie overcoming. Mmh. Donc, on peut retrouver les 2 termes. Overcoming, dans la science, ça n'existe pas. Maintenant dans l'entraînement, ça existe. Donc, faut juste savoir que les 2 termes veulent dire la même chose. Ensuite, on a l'isométrie de type HIMA, H-I-M-A, et donc là, le H veut dire holding, c'est-à-dire le fait de retenir, isometric muscle action. Donc c'est une action isométrique où je retiens et qui, dans l'entraînement, américain, s'appelle yielding. Voilà, c'est aussi ça veut dire la même chose. Et là, en fait, c'est moi qui vais résister à une charge pour éviter qu'elle bouge. Mmh. Donc si je prends un exemple tout simple, prenons un squat qui doit normalement, je pense, parler à peu près à toute l'audience. On visualise le squat, j'ai ma barre sur les épaules et j'ai placé des cales sur mon rack à squat juste au-dessus, de ma barre, et d'un coup, je vais démarrer mon squat, ma barre va venir se bloquer dans les cales et je vais continuer à pousser. Il y a une absence de mouvement puisque je suis bloqué par les cales, mais je continue à pousser, à produire une force sans mouvement. Là, je suis sur une isométrie de type PIMA, je pousse. Maintenant, je reprends mon squat, sur la barre, je charge un petit peu des poids et je me mets à 90 degrés et je tiens, typiquement la chaise. Là, je vais opposer une résistance à la charge que j'ai mis sur mes épaules pour éviter de tomber. Donc, je résiste à la descente. Je suis sur le même angle, je fais le même pattern, donc la même chose d'un squat. Il n'y a toujours pas de mouvement. Et là, je suis sur une isométrie de type IMA. Dans un sens, je pousse, dans l'autre sens, je résiste, PIMA ou IMA. Et donc, l'avantage du PIMA, c'est qu'en fait, c'est moi qui choisis l'intensité avec laquelle je vais réaliser l'isométrie. C'est-à-dire que je peux très bien commencer à 10. Donc je me mets, je sais pas, voilà, je cale, j'ai ma barre de squat sur les épaules, je l'ai placée sous les cales dans le rack et je commence à pousser. OK, je pousse. OK, 10, j'ai pas de douleur, 20, j'ai pas de douleur, 30, 40, et je monte et je monte et je monte et je monte et je peux à tout moment arrêter ou redescendre. Le problème avec le IMA, c'est qu'en fait, comme c'est moi qui résiste, il faut que j'ai été bon à l'avance sur la Mmh. charge que je me suis imposée. Parce que si j'ai mis trop lourd, et que finalement ça dépasse les capacités de mon système, bah, du coup, je foire la série. Donc c'est moins facile d'adapter. Et après, alors là, ça part un petit peu dans les neurosciences, mais c'est intéressant et puis tu me diras si, ce que je dis est pas compréhensible. Mais dans le mouvement humain, en fait, il est régi par 2 boucles. On va avoir une première boucle de feedback, c'est-à-dire que je fais quelque chose, j'obtiens un résultat et en fonction des informations et du résultat, je vais adapter ma prochaine action, Mmh. d'accord? Pour essayer de l'améliorer. Et la deuxième boucle, c'est ce qu'on appelle la boucle feed forward. Ça veut dire qu'en gros, je vais anticiper ce que je vais devoir faire et en fonction des actions que j'ai eues dans mon passé, et ben, je vais mettre en place mon mouvement pour réaliser l'action que j'ai prédit. D'accord? Et en fait, bah, la contraction isométrique PIMA, c'est une boucle qui va être, feed forward. Ça veut dire qu'en gros, je prédis que je vais mettre 10 et je vais venir, travailler sur mes 10. Alors que la contraction IMA où je retiens, en fait, j'ai besoin d'avoir le feedback de la charge pour ensuite pouvoir adapter la force que je vais générer et que je vais opposer, à la résistance pour maintenir l'isométrie. Et donc du coup, en fonction aussi de l'isométrie que je vais choisir, je vais plutôt travailler sur une boucle motrice plutôt que sur l'autre boucle motrice, mais les 2 sont importants. OK, très clair. On comprend bien en fait cette notion, d'autorégulation de la part, du patient entre autres, guidé par le thérapeute. Pour rester sur cette thématique, de douleur et de cerveau, j'aimerais qu'on aborde, ce que Ebony Rio montre, notamment que la tendinopathie, c'est règle, pas commande motrice, pour vulgariser, le cerveau. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon, d'entraîner le tendon? Alors en fait, ça change, beaucoup de choses parce que le tendon est adaptable, le tendon peut évoluer, peut s'hypertrophier, répond à la contrainte mécanique et cetera, mais le tendon n'est pas contractile. Le seul tissu contractile du corps, c'est le muscle. Donc on Mmh. a besoin que le muscle génère de la force pour qu'ensuite cette force soit transmise au tendon et qu'ensuite le tendon puisse s'y adapter. Donc on a besoin que le muscle, et que la contraction musculaire, la production de force du muscle soit bonne, soit efficiente. Et en fait, quand il y a une tendinopathie, eh ben,
la tendinopathie va affecter la capacité du muscle à se contracter, au niveau local, au niveau du muscle, au niveau périphérique. Elle n'affecte pas la capacité du système nerveux à envoyer l'ordre moteur de se contracter. Donc tu es toujours capable de produire, à partir du cerveau, un ordre moteur de grande intensité, Mmh. mais par contre, au niveau du muscle lui-même, eh ben, tu vas être inhibé. Et en gros, c'est l'exemple qu'elle donne, c'est comme si tu conduisais avec un pied sur l'accélérateur et l'autre pied sur le frein. Et forcément, bah, du coup, tu avances pas vraiment, quoi. L'idée, ça va être de rétablir, en fait, la contraction et la contraction, oui, et au niveau local, au niveau du muscle, la capacité contractile du muscle, pour que lorsque l'ordre arrive du cerveau jusqu'au muscle, eh ben, il y ait pas d'interférence, Mmh. d'accord? Et pour faire ça, en fait, elle a mis en place un principe assez connu en neurophysiologie qui s'appelle la boucle hébienne, où en fait, heu, il faut bien avoir en tête qu'une contraction et un ordre moteur, c'est une suite de neurones, hein, qui ça fait une chaîne de neurones qui se suivent au muscle, et donc du coup, le courant électrique qui part du cerveau jusqu'au muscle va ensuite entraîner la contraction. On sait de manière physiologique que quand 2 neurones s'activent ensemble, l'information qui passe à travers est plus puissante, d'accord? Est renforcée. Leur connexion est renforcée lorsqu'ils s'activent ensemble. Et donc Mmh. du coup, on va utiliser pour, enlever cette inhibition musculaire, la connexion entre un neurone moteur, bon ça c'est facile, c'est celui qui contracte le muscle, et un neurone sensoriel. Et on va faire en sorte que les 2 s'activent en même temps pour pouvoir générer un ordre moteur plus efficient. Et donc du coup, elle recommande de caler le mouvement, la contraction sur un son, sur un métronome ou un écran, quelque chose que tu regardes. Parce que du coup, tu vas avoir un neurone sensoriel qui est soit auditif, soit visuel, qui va s'activer en même temps que ton neurone moteur qui va produire le mouvement. Et donc du coup, bah, tu renforces la boucle hébienne et donc tu améliores la synchronisation entre ton cerveau et ton muscle. Et tu luttes contre les inhibitions. Donc du coup, bah, c'est le programme qu'elle a mis en place là, le TNT là, le Tendon Neuroplastic Training, où Mmh. du coup, bah, tu viens caler, en gros, elle fait soit sur 5-5, soit sur 3-3. Par exemple, sur, une tendinopathie rotulienne, sur un leg extension, bah, tu vas monter en 3 secondes et tu vas redescendre en 3 secondes. Mais là où c'est important, c'est que c'est pas toi qui compte. Il faut que tu aies un neurone sensoriel qui est activé. Donc soit tu regardes un écran, soit tu entends le métronome. Mais c'est pas toi qui compte dans ta tête, hein, parce que là, du coup, ça marche pas. Mmh. Voilà. Et c'est à ça que servent ces travaux. Ouais, c'est intéressant de comprendre, l'impact, du cerveau, sur, une tendinopathie et en quoi on peut, driver les choses dans nos séances. Pour autant, malgré, l'entraînement, la thérapie, active qu'on peut mettre en place, ben, en fait, sur notre monitoring, quand le patient revient, il se peut qu'il ait, des douleurs, dans les 12 à 48 heures, après. Qu'est-ce que toi tu ajustes en premier dans ta séance, dans ta programmation, d'exercice? Est-ce que parmi, les paramètres fondamentaux dont on a parlé, est-ce que ça sera peut-être plutôt le volume? Est-ce que ça sera l'intensité que tu vas demander? Est-ce que ça sera la vitesse? Est-ce que ça sera l'amplitude, de mouvement? Comment tu vas monitorer les choses? Alors le volume, pas trop parce que je mets rarement beaucoup de volume. Il y a pas besoin de trop de volume sur un tendon. Un tendon, Intéressant, ouais. ça répond à la contrainte que pendant une période, assez restreinte, tu vois? Pendant 20 à peu près 20 minutes. Après, ça répond plus tellement. Donc si tu mets trop de volume, tu vas vite dépasser tes 20 minutes. Déjà, s'il y a de la vitesse, c'est la première chose que je vais regarder. Si j'ai rajouté récemment de la plio, de la vitesse, du sprint ou des choses comme ça, c'est la première chose que Mmh. je vais regarder. S'il y en a pas, ça va être l'intensité. Ça va être l'intensité parce qu'en fait, tant que j'ai pas les amplitudes complètes, je n'intègre pas d'intensité et encore moins de vitesse. Donc si j'en suis arrivé à un stade où il y a de l'intensité, c'est que les amplitudes étaient acquises, donc c'était pas ça le problème. C'est que c'est l'intensité que j'ai mise qui était trop élevée. Donc c'est pour ça que moi j'essaie vraiment d'avancer, en suivant un continuum où je me dis: «OK, d'abord j'utilise l'isométrie pour récupérer l'amplitude complète, ensuite l'excentrique lent pour travailler sur l'amplitude complète. Ensuite, quand l'amplitude complète avec l'excentrique lent est validée, je mets le protocole HSR et donc là, je vais voir ce que ça donne avec l'augmentation de l'intensité. Le protocole HSR a une augmentation d'intensité qui est entre guillemets assez linéaire, hein, puisque c'est 3 fois 15 sur la première semaine, 3 fois 10, 3 fois 8, 3 fois 6, donc sur 4 semaines. Donc je sais déjà, au fur et à mesure des semaines, si l'intensité a été tolérée ou s'il faut revenir
et faire 2 semaines à Mmh. 3 fois 15 ou quoi. Une fois que le protocole HSR est arrivé à 3 fois 6, 3 fois 8, 3 fois 8, 3 fois 6, je commence à intégrer de la vitesse et de la pliométrie. Donc je sais que si c'est mon HSR d'avant ou si c'est ma pliométrie de maintenant qui pose problème, et du coup, ça me permet de les réguler. C'est pour ça que moi, j'essaie d'avoir une rééducation qui est très méthodique Mmh. et que j'incrémente les, facteurs les uns après les autres et que je pousse les curseurs les uns après les autres pour savoir, ben, lequel semble faire, sauter la cocotte minute, quoi. OK. Dans la planification, de tes séances, là, tu m'as parlé d'isométrie, de HSR, de pliométrie. Est-ce que tu as une, vision, linéaire de la chose dans l'incrémentation, de tes modes de contraction et cetera? Ou est-ce que, bah, finalement, pour, donner un peu une guideline, à suivre dans le traitement d'une tendinopathie pour, les auditeurs, est-ce que tu as plutôt une vision, ondulatoire ou autre dans, le suivi d'une tendinopathie? En fait, au début, elle est linéaire et après assez rapidement entre guillemets, alors quand je dis rapidement, c'est au bout d'à peu près 2 mois, hein, j'utilise un peu la méthode conjuguée. C'est-à-dire qu'en OK. gros, dans la même, séance, il va y avoir différents stimuli pour différents objectifs. Au début, l'objectif en fait après évidemment ça dépend, de ce que du contexte et du patient et des douleurs et des symptômes, hein. Mais quand le patient vient me voir généralement, étant donné que tu l'auras compris, il faut payer. Il vient me voir vraiment quand c'est, dernier res ouais. Il a tout essayé, il a dit: «Ah putain, je vais quand même devoir dépenser de l'argent. OK, bon, ben je le fais quand même». Donc quand il vient me voir, généralement, il a mal, quoi. Donc la première chose à faire, ça va être de récupérer les amplitudes. Donc globalement, il se tape de l'isométrie et de l'excentrique lent sur au moins les 2 premières semaines. Au moins que les amplitudes soient récupérées et à partir de là, bon, j'incrémente le HSR, mais je suis encore loin d'y foutre de la plio, tu vois? Très, très loin. Donc on travaille là-dessus au moins pendant un mois et demi et là, c'est assez linéaire, tu vois? C'est assez, assez linéaire comme programmation et par contre, à partir du moment où le HSR est bien toléré et on commence à avoir des charges et ben là, c'est là où il faut jongler. Où je vais avoir besoin de conserver des stimuli pour la qualité, donc une intensité inférieure à 70, avoir de l'allongement, de l'excentrique et cetera et en même temps avoir des stimuli pour la capacité, la force et la neurologie au niveau du tendon et où là, du coup, je vais avoir besoin d'intensité supérieure à 70 et de la vitesse et c'est là où ça devient un peu touchy puisque du Mmh. coup, il faut, jongler. Évidemment, généralement, la personne a une activité à côté, donc il faut que tu jongles entre ta rééducation du tendon et la gestion de la charge d'entraînement de son activité d'à côté. Et donc là, ça devient un peu plus touchy, quoi. OK. Très, très clair, merci. Là, depuis, quelque temps, tu es de plus en plus, actif sur, les réseaux sociaux. Forcément, j'imagine que tu consommes un petit peu ce qui peut se dire, sur ces, plateformes-là. Est-ce que tu as certaines pratiques un peu bullshit, les plus répandues sur le tendon, que tu peux voir et pourquoi selon toi, elles survivent? Je dirais que le truc le plus bullshit sur le tendon, c'est de se dire, que c'est facile. Il suffit de Mmh. faire ci, de faire ça, hop, un peu d'isométrie, un peu d'HSR et Mmh. tu commences les sauts et c'est réglé. Ça va marcher peut-être sur 50 des tendinopathies, mais quand tu rencontres des vraies tendinopathies, là, faut t'accrocher, hein, sur la gestion. Donc je pense qu'il faut pas prendre le tendon comme, quelque chose de facile à rééduquer, bien que parfois c'est un peu le message qui pourrait passer, et vraiment, se concentrer sur comprendre comment ça fonctionne, quels sont les leviers sur lesquels jouer, quelle est la progressivité à respecter et c'est pour ça que j'ai créé Tendon Révolution parce que j'estime que, les connaissances actuelles, en tout cas dans la francophonie, sont limitées. C'est intéressant parce que donc ça fait longtemps que tu parles de ça et ça fait longtemps aussi que tu es thérapeute, que tu es pratiquant, tout ça, et que tu recherches sur ces thématiques. J'imagine que au fur et à mesure de tes recherches, ben, ton avis a changé, ta pratique a changé. Qu'est-ce que tu disais avant et que tu ne dis plus du tout maintenant? Bah, c'est facile. En OK. fait, quand tu non, parce que quand tu commences à rééduquer, et à t'intéresser aux tendinopathies, tu commences à lire les études. Si tu veux, ça te paraît hyper simple. Les Mmh. principes, OK, bon, bah, tu commences par de l'isométrie, OK, facile, tu récupères les amplitudes, HSR, bim, bam, boum, 3, 4 semaines, 5 semaines, OK. Après, tu fais la pliométrie.
Pluviométrie d'abord extensive, donc basse avec peu d'intensité, puis tu augmentes vers la pluviométrie, intensive avec plus d'intensité et puis tu reprends l'activité et voilà quoi, facile, Mmh. voilà. Et puis après, bah, tu rencontres, des cas de tendinopathie où où ça te remet les pieds sur terre, quoi et où, les protocoles des études, les protocoles qui sont donnés à droite à gauche, ne fonctionnent pas. Et là, tu te dis: «OK, là, en fait, on est face à une vraie problématique». C'est un système dynamique complexe. Donc, par système dynamique complexe, j'entends que c'est un système dynamique donc qui évolue de son Mmh. propre chef et complexe, Mmh. c'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'incertitude. Donc, c'est l'organisme humain, c'est-à-dire qu'il s'autorégule et on ne sait jamais ce qu'il va donner, tu vois? Mmh. Et bah, la rééducation d'une tendinopathie, c'est ça et il faut l'avoir en tête. Il faut savoir que l'imprévu fait partie de la rééducation et qu'il va falloir au bout d'un moment être prêt à adapter et à réguler. Et je pense que le plus gros mensonge qu'on pourrait dire sur une tendinopathie, c'est justement que c'est linéaire et facile à rééduquer. OK. Et justement, si on pousse les choses, dans le futur, dans les 10 prochaines années, quelle sera selon toi, l'évolution de la prise en charge, tendineuse? Je pense que alors je sais pas si ça sera fait en 10 ans, mais je pense qu'on aura créé, une injection qui rétablira la structure et on se concentrera sur rétablir les capacités à l'entraînement. OK, En gros le PRP du futur, quoi. je vois. Et qu'est-ce que tu penses de la notion selon laquelle, l'expression, du collagène aurait un cycle circadien? Ben, je suis complètement d'accord puisque, j'avais fait un post là-dessus et il y a des études qui commencent à sortir dessus, hein. OK. Mais il commence à y en avoir de plus en plus. Alors, c'est très difficile puisque ça nécessite, une étude du génome, puisqu'il faut étudier les gènes, et c'est pas évident. Enfin, je veux dire, ça coûte des sous. Les gens ça me fait toujours rire les gens qui critiquent les études et qui disent: «Oui, cette étude elle est bullshit parce qu'il y a que, tant de Mmh. personnes qui y participent ou ils prennent pas tous ces». Oui, faites une étude, vous verrez le budget que ça coûte et la difficulté que ça a et après on en rediscute. Et donc étudier le cycle circadien, c'est pas facile puisque en gros, là, la dernière qui a été faite, elle suit 4 gènes. Donc tu as les 2 gènes, qui produisent le collagène, donc ça, eux, ils ont un nom facile, c'est col 1 et col 2. Donc en gros, tu étudies l'expression de ces gènes-là dans le corps humain. Et après, il y a notamment, celle qui semble, le gène qui semble lié à l'horloge circadienne qui est BMA1. Bon, me demande pas pourquoi, hein, mais bon, il s'appelle BMA1 et en gros, bah, tu cherches à savoir quand est-ce que BMA1 est haut ou bas et qu'est-ce que fait col 1 et col 2 quand BMA est haut ou bas. Donc quand BMA1 est haut, c'est quand il fait jour et Mmh. quand BMA1 est bas, c'est quand il fait nuit. Cercle circadien OK. classique et Mmh. donc du coup, tu suis l'évolution de col 1, col 2 am heu, par rapport à BMA1 et au cycle et pour l'instant, il semblerait quand même que, bah, ils se suivent quoi. Col 1, col 2 augmente quand il fait jour, quand BMA1 est haut et diminue quand BMA1 est bas et donc du coup quand il fait nuit. Maintenant le problème, c'est qu'il y a plein de biais à prendre en compte, c'est-à-dire qu'ils augmentent, mais est-ce que tu les sollicites? Oui ou non? Plus ou moins? Qui? Quel âge? Et donc il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Donc on peut difficilement pour l'instant, faire une conclusion, en une ligne et dire, le tendon répond au cycle circadien, il vaut mieux l'entraîner le matin que le soir, il vaut mieux, enfin les tendinopathies seront moins fréquentes chez les personnes qui travaillent de jour que celles qui travaillent de nuit, Mmh. ou plus fréquentes chez ceux qui ont un sommeil altéré que chez des personnes qui ont un bon sommeil et cetera. Mais il y a besoin de plus d'études et il y aura toujours besoin de plus d'études. Mais semblerait. En tout Mmh. cas, moi, quand je fais mes rééducations, je recommande, de toute façon, ça coûte rien, je recommande aux gens de faire leur entraînement le matin. Après, tu peux pas, bah, tu fais le soir, c'est pas grave. Mais si tu peux le faire le matin, tu fais le matin. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas aussi une notion de chronotype? Tu vois? Alors là, c'est déjà dur d'étudier des gènes. Mais alors aller chercher le chromosome, là, en vrai, je pense qu'à la fin, on se rendra compte, comme pour tout, que c'est une question de génétique et que tu as de la chance ou tu as pas de chance. Tu vois? Mmh En mh. vrai, je pense qu'à la fin, on arrivera là-dessus. C'est juste que pour l'instant, on cherche des moyens d'agir, de manière scientifique, mais tu te rends bien compte, puis toi, tu es dans l'entraînement, tu t'en rends bien compte, il y a des gens et ça marche, quoi. Tu peux faire ce que ça marche chez eux, quoi. Ils sont, voilà, ça marche et il y a des gens, ils peuvent faire tout carré et cetera et pour autant, ils vont galérer et Mmh. c'est comme ça. C'est génétique, quoi. On n'est pas Mmh. tous Puis égaux.
Puis c'est la notion de sélection aussi. Et là, Mmh. tu vois, je suivais pas mal de contenu de Loïs Robin Monaco, que je sais que tu connais Mmh. très bien. Et il parle de ça. Il y a des entraîneurs, des clubs ou quoi, qui vont avoir une sélection très précise de profils. Et puis après, ben, est-ce que véritablement le mérite revient en partie au staff ou essentiellement à la génétique? On peut se poser effectivement la question. Ouais. Ouais, on peut se poser la mais si tu veux, c'est ce que fait, la Chine, ce que fait ces Mhm. grands pays comme ça. C'est-à-dire qu'en Clairement, gros, ils prennent clairement. un panel, ils ont une telle, demande. En fait, ils passent, ça passe, à la moulinette et ceux qui restent à la fin, bah, ils vont aux JO quoi, ils gagnent. Mm, mm, mm. Ah, C'est pas parce que l'entraîneur était bon, hein. mmh. J'ai fait un super podcast avec, Maxime Aïssa Serra, je sais pas si tu connais ce confrère, qui a Mmh. bossé, donc, en lutte, au niveau, chinois juste avant les JO et qui nous explique un peu le fonctionnement, derrière, et c'est intéressant parce que politiquement tout ça et Ouais. qu'est-ce qui a été mis en place, c'est à l'antithèse de ce qu'on pense en France et ça veut pas forcément dire qu'on a raison, mais en tout cas ça c'est intéressant de voir les différentes visions. Mmh mh. En tout cas, merci, beaucoup Valentin pour tout ça. En mot de la fin, j'imagine qu'il y a sûrement, peut-être un mythe sur la santé et ou sur, la performance, que parfois tu as envie, d'enterrer. Quel est selon toi un peu le mensonge numéro un que sur lequel les gens, les sportifs adorent croire? Que plus c'est mieux. Mode actuel, pousse à ça, c'est-à-dire que les compétitions qui existent, l'Aerox, le CrossFit, les ultras qui sont en train d'exploser, Mmh, hem, poussent à penser que c'est ce que je te disais tout à l'heure, que le volume est le paramètre clé de la performance et de la progression. Alors que en vrai, je pense, alors c'est discutable, hein, mais il y a globalement aucune qualité physique dont le facteur essentiel est le volume. Si l'hypertrophie dépendait du volume, il faut pas que tu t'arrêtes à 10 séries, fais-en 100 si mmh, c'était le facteur déterminant. mmh, La force, c'est pareil. S'il fallait faire plein de séries, pour être fort, bah, on le saurait. Même l'endurance, tu vois? Je pense que le volume, passe après la fréquence. Je pense que le volume d'entraînement, est un peu surcoté, en fait. Voilà, il faut t'entraîner 20 heures, il faut t'entraîner 25 heures et cetera et cetera. Le toujours plus, j'y crois de moins en moins. mmh, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le tendon avec, Mmh. un peu la notion de dose minimum effective, Ouais, dont complètement. tu abordais tout à l'heure, ouais. Mmh mh. OK. Bah, écoute, merci, beaucoup Valentin pour, cet épisode. Bah, de rien. Si toi, tu as appris, quelque chose à travers ce podcast et je suis sûr que c'est le cas, bah, fais passer, ce podcast, envoie, cet épisode à un collègue, à un coéquipier, à quelqu'un qui avance avec toi et tu peux même laisser, ton empreinte en, commentaire en écrivant, bah, peut-être le nom de ta formation, Tendon Révolution. Ça sera peut-être un petit nom de code qui indiquera que tu es resté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve mercredi 18 heures pour continuer à construire ensemble. Force!